Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices actions en Europe qui tentent de se stabiliser. Et c'est vrai que ces indicateurs affichent un petit rebond à mi-séance. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen, mais ne nous y trompons pas. L'ambiance reste compliquée et la fébrilité est grandissante sur l'ensemble des classes d'actifs. On voit des indicateurs de volatilité et des points de pression qui explosent aujourd'hui. Volatilité sur les devises. On voit l'euro-dollar qui est passé sous 1,06 et qui marque de nouveau plus bas depuis avril 2017 maintenant, avec un dollar roi qui écrase tout sur son passage sur le marché des devises. Sur les marchés obligataires, on voit bien que l'obligataire joue son rôle de valeur refuge dans ces séquences compliquées, mais on peut noter sur la partie européenne des spreads qui commencent à nouveau à s'écarter entre l'Italie et l'Allemagne, par exemple, un signe d'un risque de fragmentation qui augmente au sein de la zone euro. Et puis sur les marchés actions, bon voilà, c'est un rebond qui tient pour l'instant à mi-séance, grâce notamment à quelques belles publications d'entreprises. On est dans la séquence des résultats du premier trimestre. On a vu hier du très bon du côté de Microsoft, des résultats un peu plus décevants du côté d'Alphabet Google. On aura ce soir la publication de Meta, ex-Facebook, au sein du groupe GAFAM pour la partie américaine. Et puis à Paris, ne boudons pas notre plaisir, on a quand même de très belles publications successives pour de belles valeurs technologiques, que ce soit Dassault Systèmes, Worldline ou encore STMicroelectronics. Worldline et Dassault Systèmes voient des réactions de marché très positives après leur publication. Le titre STMicro est un peu plus volatile depuis ce matin, mais il s'inscrit néanmoins en hausse à la mi-journée après un premier trimestre meilleur que prévu, une exécution solide chez STMicro malgré des contraintes toujours importantes, que ce soit sanitaire en Chine ou géopolitique, avec la crise déclenchée par l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 mois maintenant. Nous entendrons justement le PDG de STMicro, Jean-Marc Chéry, qui sera avec nous par téléphone d'ici quelques minutes pour commenter ses résultats et apporter quelques perspectives pour son entreprise au sein du secteur des semi-conducteurs. Et puis nous évoquerons également cette ambiance de marché avec le directeur du département multigestion d'Edmond Rothschild Asset Management, Michael Nizar, qui sera avec nous en plateau. Je spoil un peu la fin du discours. La prudence reste de mise à ce stade. Des indices actions en Europe qui sont dans le vert à mi-séance. Les infos clés du jour résumées par Alix Nguyen. Le CAC passe d'une couleur à l'autre si les bonnes publications d'entreprises maintiennent l'indice parisien. La rechute de Wall Street hier s'est fait sentir ce matin. Le Nasdaq a perdu près de 4% hier pour retomber à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Alphabet, la maison mère de Google, a publié après clôture un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, et ce pour la première fois depuis le début de l'émergence de la pandémie. En cause, la réduction par les annonceurs des dépenses de publicité. A contrario, Microsoft a fait mieux que prévu. L'entreprise profite de la croissance de sa division cloud. À noter que les contrats futurs sur indices américains sont désormais en hausse. Le ralentissement de l'économie chinoise et le durcissement à venir de la politique monétaire de la Fed sont autant de facteurs qui pèsent encore sur la tendance. On remarque aussi des tensions politiques qui vont crescendo avec l'annonce par Gazprom de l'arrêt de ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Cette nuit, l'euro plongeait sous les 1,06 $, soit son plus bas niveau depuis avril 2017. Le secteur des utilities est particulièrement touché. C'est le cas d'Engie, dont le titre chute. À Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz bondissent. Sur le plan des valeurs à suivre à la mi-journée, Worldline est en nette hausse au premier trimestre. Le spécialiste des services de paiement a dégagé un chiffre d'affaires de 939 millions d'euros contre 841 millions un an plus tôt. Worldline confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Il table entre autres pour cette année sur une croissance organique comprise entre 8 et 10%. Dassault Systèmes progresse après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre. Le groupe relève ses objectifs. STMicroelectronics avance aussi dans le vert. Le fabricant de semi-conducteurs confirme sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022 après avoir dégagé des résultats supérieurs à ses attentes, et ce malgré la persistance de la pandémie de Covid-19 en Chine. Valeo décolle. L'équipement
Stellantis Automobile confirme là aussi ses objectifs annuels après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Et puis du vert pour Michelin. Ici aussi, le pneumaticien confirme ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2022 après avoir enregistré une progression de 19% de ses ventes au premier trimestre à 6,5 milliards d'euros. Tendance, mon ami, c'est le résumé des infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Parmi les résultats des grands groupes français et européens publiés ce matin, les résultats de ST Microelectronics pour le premier trimestre dans l'industrie des semi-conducteurs évidemment. Et le PDG de ST Micro est avec nous par téléphone. Jean-Marc Chéry, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour commenter vos résultats comme régulièrement. Alors, je le rappelle, les indicateurs de performance que vous publiez, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'indication de marge également pour ce premier trimestre, sont supérieurs à vos propres prévisions, Jean-Marc Chéry, dans un environnement où les contraintes restent fortes, j'imagine. Quels sont les enseignements à retirer de ces résultats que vous avez publiés ce matin ? Tout d'abord, au niveau de la société, c'est que on continue à délivrer selon notre plan et je dirais nos objectifs stratégiques. Je vous rappelle qu'on veut être leader sur la mobilité intelligente, sur la maîtrise des systèmes de puissance et de contrôle de l'énergie, sur les objets connectés et sur la connectivité. Donc ces objectifs stratégiques, ils se traduisent par des plans de vente et des plans opérationnels, des niveaux d'investissement, et puis on a une exécution qui est au niveau de nos ambitions. Donc cette année, on veut délivrer un chiffre d'affaires en croissance quasiment de 19%, donc à plus de 15 milliards par rapport à 12 milliards, un peu plus de 12 milliards l'année dernière. Et malgré les vents contraires auxquels on peut avoir à faire face, je dirais la compagnie montre une belle résilience et une capacité d'adaptation, je dirais, qui est assez remarquable. Comment est-ce que vous évaluez les impacts de l'enlisement de la crise sanitaire en Chine, Jean-Marc Chéry, de la crise géopolitique majeure issue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine il y a un peu plus de 2 mois maintenant ? Écoutez, sur la Chine, on a souffert donc de la situation de confinement donc de Shenzhen, clairement, puisque on a été obligé de fermer notre usine pendant quasiment 2 semaines. Ça a un impact effectivement sur notre groupe produit automobile et composants de puissance et donc directement sur nos clients. On a su compenser cet effet parce qu'on a un peu de flexibilité et d'agilité sur nos autres usines. J'espère que c'est derrière nous. Aujourd'hui, la situation qui est compliquée, c'est le confinement de Shanghai, parce que là, il y a effectivement un écosystème d'électronique qui est important. À la fois des sous-traitants d'assemblage et de test de composants, des fabricants de matières. Écoutez, on s'adapte. On essaye de travailler avec nos fournisseurs. Toujours dans le respect, effectivement, des règles qui sont dictées par les autorités locales, mais on trouve des solutions. Maintenant, ça fait 8 trimestres qu'on vit dans un environnement qui peut nous réserver des surprises. Donc les équipes commencent à être habituées et ont la bonne vitesse de réaction et d'exécution pour pouvoir faire face à ça. C'est une des clés, Jean-Marc Chéry, c'est une des clés de l'exécution, de la qualité d'exécution d'ailleurs que vous démontrez trimestre après trimestre. C'est un nouveau mindset, c'est une forme de nouvelle normalité, que ce soit le sanitaire en Chine ou d'autres de crises. C'est pour vous en tant que dirigeant d'entreprise, il y a une nouvelle normalité qui s'installe ? D'abord, la première chose, écoutez, nous, on conduit chaque année ce qu'on appelle les opinion surveys, des enquêtes d'opinion de notre personnel. Et il y a 2 paramètres sur lesquels on a progressé et sur lesquels on est nettement au-dessus de la norme de nos industries. C'est l'engagement de nos employés et l'alignement par rapport aux objectifs de la compagnie de nos employés. Donc déjà, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que quand vous avez l'opportunité d'avoir des employés extrêmement engagés, extrêmement alignés vis-à-vis des objectifs de la société, effectivement,
ils ont toujours la capacité de s'adapter aux situations les plus compliquées. Donc c'est d'abord ça, engagement et alignement. Et ensuite, effectivement, oui, l'expérience. Quand vous avez l'aéroport de Shanghai qui ferme ou le port, on a trouvé des routes logistiques alternatives. Les gens ont cette formation maintenant et cette expérience. Donc ils l'anticipent même en partie. Bon, ce qui fait que la société, à la fois dans ses résultats et à la fois dans la guidance qu'on a donnée sur le deuxième trimestre, montre qu'elle n'est pas imperméable, puisque effectivement, on l'a dit ce matin lors de notre conférence, bon, ça nous coûte quand même plusieurs dizaines de millions de dollars de manque de revenus, mais on a la capacité à absorber pour l'instant ces vents contraires. Bon, on espère qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. L'autre crise, l'environnement de crise au pluriel, Jean-Marc Chéry, et c'est la nouveauté quand même qui marque ce premier trimestre 2022, c'est cette crise géopolitique générée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. En quoi cette crise vous impacte aujourd'hui, Jean-Marc Chéry ? Si vous voulez, il y a eu trois effets immédiats. C'est les approvisionnements de ce qu'on appelle les gaz spéciaux, notamment le xéon et le néon. Écoutez, on a tout de suite été en relation avec nos deux grands fournisseurs principaux, que sont Linde et l'Air Liquide, et on a trouvé les solutions pour nous couvrir pour toute l'année 2022 et une partie de 2023 pour l'instant. Donc là, c'est la même chose, c'est la relation que l'on a avec nos partenaires qui fait qu'on trouve vite des solutions alternatives. Bon, ensuite, après, il y a les deux autres points qui sont un peu plus génériques, qui sont le gaz naturel et le coût de l'électricité. Bon, là, pareil, on a des contrats qui nous couvrent au moins sur 18 mois, et on est en train de se couvrir sur 24 mois. Bon, c'est clair peut-être que sur la deuxième partie de 2023, si la guerre devait continuer, on pourrait faire face à d'augmentations additionnelles de coûts sur le gaz naturel et le prix de l'électricité. Mais là, même chose, on a su faire vite face à ces aléas. Bon, la chose la plus importante, c'est que nous n'avons pas d'employés en Ukraine. Par contre, on a déclenché effectivement une demande de dons qu'on va abonder effectivement pour l'Ukraine au niveau de la compagnie. Et puis, on a mis nos employés russes à travailler chez eux. On a fermé notre bureau en Russie. Et c'est les mesures que l'on a prises pour l'instant. Donc, même commentaire, oui, ça a été une mauvaise surprise. Même si on se doutait que la situation devenait un peu tendue, mais on s'est très très vite adapté à ça. Et si on envisage alors des coûts, notamment en matière énergétique éventuels, supplémentaires sur la deuxième partie d'année, Jean-Marc Chéry, vous seriez en capacité, grâce à votre maîtrise des prix, de compenser cette hausse de coûts supplémentaires éventuels ? Si vous voulez, on l'a déjà intégré, quand on c'est ce qu'on a communiqué aussi. On a dit sur la première partie de l'année, si on regarde la marge brute, elle va s'établir donc à peu près à 46,3%. Et on a expliqué que sur la deuxième partie de l'année, elle progresserait pas. Ce qui n'est pas dans notre habitude, donc elle resterait à peu près stable entre 46 et demi. Donc elle bénéficiera effectivement des améliorations de l'outil industriel, de l'environnement de prix, du mix produit. Donc ça, ce sera les facteurs qui contribueront, je dirais, à une amélioration potentielle de nos performances. Mais de l'autre côté, oui, effectivement, on a déjà intégré des facteurs d'augmentation de prix de l'énergie, de matière, de gaz, qui viennent rendre, je dirais, la performance de notre outil industriel plus compliquée. Donc c'est déjà intégré dans nos chiffres. Dernière question, Jean-Marc Chéry, je lis certains analystes qui commencent à s'interroger sur la soutenabilité de ce qu'on a décrit comme le supercycle des semi-conducteurs, en tout cas la soutenabilité de la demande finale qui est embarquée aujourd'hui dans des carnets de commandes qui sont largement remplis, Jean-Marc Chéry. Est-ce qu'il faut à un moment anticiper, sans doute pas pour cette année ou pour les prochains mois, mais peut-être plus sur un horizon 2023, est-ce qu'il faut anticiper que une partie peut-être de la demande qui est accumulée aujourd'hui chez vous, de la part de vos clients, puisse ne pas se matérialiser fermement?
Écoutez, non, parce que il y a effectivement, pour faire les choses très simples, il y a effectivement le business qu'on appelle mainstream, et on sait qu'il est lié assez intimement à l'évolution de l'économie globale. Oui, on sait que le marché va pas continuer à croître de 30% tous les ans. Ça surprendra personne. Donc à un moment donné, on sait qu'on reviendra à soit du 10% de croissance en moyenne ou du 7-8%. Donc ça, c'est une première chose. Bon, après, l'autre chose qu'on ne peut absolument pas nier, c'est les défis que doit avoir l'économie. Les défis environnementaux, les défis sociétaux, les défis de productivité. Si le monde recommence à se découpler comme il l'a fait dans les années 70, à vouloir avoir des indépendances par continent, on sait que tout ça, ça sera au détriment de l'efficacité et ça générera de l'inflation, et les acteurs devront trouver des défis de productivité. La seule façon d'augmenter la productivité dans l'économie, c'est la digitalisation. Et de rendre les choses plus digitales, plus automatisées. Et ça, c'est toujours plus de composants. Le défi climatique, on sait, c'est l'électrification des usages et effectivement avoir en amont de chaîne des fournitures d'électricité renouvelables ou neutres vis-à-vis la génération carbone. Toute cette chaîne de la valeur, c'est plus de composants. Donc il y a des tendances de fond lourdes qui effectivement vont demander de plus en plus de composants et de composants performants. Donc oui, d'un côté, si vous voulez, on a excusez-moi de l'anglicisme, des boosters de croissance qui sont des tendances lourdes. Et puis à côté, effectivement, on a un mainstream du business qui est plutôt lié à l'économie globale. Oui, on sait qu'on a eu en 2021 l'après-Covid, donc avec des économies qui se sont vite retrouvées à pleine vitesse. Bon, et on sait qu'à un moment donné, on risque d'avoir l'économie qui sera un peu plus stagnante. Voilà. Mais penser qu'on va croître de 30% tous les ans, c'est dans la tête de personne, si vous voulez. Mais oui, on reviendra à des niveaux de croissance qui sont un peu plus classiques. Et on s'y prépare, et c'est comme ça qu'on pilote la société. Merci beaucoup Jean-Marc Chéry. Merci pour vos commentaires sur ces résultats du premier trimestre publiés ce matin par ST Microélectronique. Jean-Marc Chéry qui était avec nous par téléphone, le PDG de ST Micro. Poursuivons la discussion alors sur le terrain des marchés, cette fois avec Michael Nizar qui est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Je le disais dans le petit sommaire, le message principal c'est que la prudence reste de mise en ce début de deuxième trimestre. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi la prudence reste de mise. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs classifier, hiérarchiser les différents arguments qui vous font rester prudent dans la gestion des allocations d'actifs? On pourra caractériser justement cette prudence en matière d'investissement, mais qu'est-ce qui vous fait rester prudent aujourd'hui, Michael? Effectivement, Grégoire, en fait, on réitère finalement le message de prudence avec un sentiment vraiment négatif, et notamment dans nos allocations sur les marchés actions. Et en fait, face au constat que les marchés nous semblent encore assez complaisants face à différents risques, et notamment celui du dégonflement du bilan des grandes banques centrales, à commencer par la Fédérale Réserve, et donc une thématique liquidité qui va de plus en plus se faire sentir sur les marchés. Et donc en fait, il y a deux grandes raisons pour lesquelles en fait, nous sommes encore négatifs sur les marchés: banque centrale et les disparités qu'on peut voir au niveau des conjonctures économiques dans les zones, mais on y reviendra. Au niveau des banques centrales, quand on regarde les taux courts, ça c'est le premier élément, on a eu effectivement une vitesse très rapide et on est allé haut et vite sur les taux courts au niveau de la Fédérale Réserve. Et donc ça c'est le premier point. On est même allé au-delà du taux neutre qui se situe à 2,50. On est aujourd'hui, quand on regarde les anticipations des taux courts sur septembre 2023, donc dans un peu plus d'un an, autour d'un an et demi, on est déjà sur 3,10%. Donc on est bien effectivement au-dessus des taux neutres. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette partie de taux, on a une courbe qui a été de plus en plus
plate, voire même inversée. On est pratiquement sur des niveaux inversés sur certaines parties de la courbe, notamment la courbe monétaire. On est autour de zéro, on est plutôt sur 10-20 BP sur la courbe 2 ans, 10 ans. Et en fait, ce qui nous semble vraiment important, c'est qu'en fait, on ne peut pas exclure aujourd'hui que la Fed aille plus loin que le taux neutre, effectivement, pour restaurer sa crédibilité au niveau de l'inflation et pour contrôler finalement la dynamique d'inflation, au risque même de casser la reprise, voire même d'avoir un risque ponctuel peut-être de récession. Donc les banques centrales restent et vont rester pour quelque temps encore une source de volatilité pour les investisseurs. Oui, alors au niveau des taux courts, on a déjà ce problème de... la grande question, c'est de savoir où mettre aujourd'hui les taux par rapport au taux neutre. Et donc, il y a encore de l'incertitude et donc une volatilité autour des taux courts au niveau de la Fédérale Réserve. Et ce qui est important sur cet aspect taux court, c'est qu'en fait, le put banque centrale, c'est-à-dire l'ombrelle qui protégeait les marchés, notamment les marchés actions, les marchés crédits, dans leur valorisation, il a baissé. C'est-à-dire qu'il faudra certainement avoir un durcissement financier, un durcissement sur les conditions financières plus important pour commencer à avoir une demande intérieure baisser, converger vers les niveaux d'offres, et dans ce cas-là, avoir un contrôle sur la dynamique d'inflation. Et donc, ça va se faire au prix au prix d'une valorisation peut-être plus faible sur les marchés risqués, parce que le put de banque centrale a baissé. Le deuxième point au niveau des banques centrales, et c'est le plus important, parce qu'en fait, on est en train d'avoir un glissement d'une thématique taux court vers une thématique liquidité. Et il nous semble que la perspective et le narratif qu'on a aujourd'hui sur le quantitative tightening qui se profile d'ici le mois de juin-juillet au niveau de la Fédérale Réserve. La réduction du bilan. La réduction du bilan, qui est attendu de l'ordre de 2 trillions en l'espace de 2 à 3 ans. Donc, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des politiques monétaires de la Banque centrale américaine. La seule fois qu'on l'a vu, c'était de l'ordre de 460 milliards de dollars dans la période 2017-2019. Il y a un papier très intéressant de la Fédérale Réserve de Kansas City qui, premièrement, en fait, mentionne et établit un fait avéré entre le quantitative tightening et le durcissement des conditions financières. C'est-à-dire qu'il y a un effet négatif qui doit se produire sur les marchés de la dette, notamment les marchés crédits, et aussi sur les marchés actions. Ce qui est plus intéressant dans ce papier, c'est qu'en fait, ils disent que finalement, ces effets négatifs se produisent à partir du moment où l'implémentation est effective. Ce qui veut dire que il est difficile et même risqué de penser qu'aujourd'hui, on anticipe et on intègre suffisamment de choses dans cette thématique de la réduction de la liquidité mondiale. La fonction d'anticipation, de ce point de vue-là, est assez peu fiable. C'est au moment où le bilan commence réellement à se réduire que le marché prend en compte cette nouvelle situation. Exactement. À l'inverse de ce qui s'était passé dans le quantitative easing, où ce papier de recherche mentionne bien que c'est presque immédiat. Quand il est annoncé... Là, le marché le prend en compte. Exactement. Il y a des effets richesse qui se mettent en place avec effectivement des marchés actions et des marchés taux qui ont progressé fortement. C'est l'inverse en fait qu'on va certainement voir au niveau du quantitative tightening avec un effet certainement décalé et un délai de réponse qui est difficile à timer d'ailleurs. Et c'est là où ça nous amène à avoir une certaine leçon d'humilité en termes d'investissement et de gérant d'actifs. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans le passé. Et donc, ça serait risqué de ne pas prendre en compte suffisamment ce risque dans nos allocations, notamment sur les marchés actions. Et fonction de réaction du marché très différente, encore une fois, quand on est dans la phase d'assouplissement, quantitative easing, par rapport à la phase de quantitative tightening, de réduction du bilan. Et le troisième point sur les banques centrales, et ça c'est nouveau, on a une divergence de plus en plus forte au niveau des postures et de la doctrine des banques centrales. On a d'un côté une politique américaine, banque centrale, qui se veut de plus en plus restrictive, en allant même jusqu'au-dessus du taux neutre pour être sûr de garder finalement cette crédibilité liée au risque de désancrage de l'inflation. Et de l'autre côté du spectre, on a une banque du Japon, une BOJ, qui se veut très accommodante parce que l'inflation n'est qu'à 1,2. Notre scénario, c'est qu'en fait l'inflation, on est loin du pic sur le Japon et qu'on risque d'avoir une inflation qui dépassera la cible des 2% et donc une banque du Japon qui va devoir prendre le relais en fait. Et c'est un risque aussi sur les actions japonaises. Avec un yen qui s'est déprécié à des niveaux multidécennaux, on a quasiment vu 130 yens contre dollar, effectivement, ce qui nous met le yen très très bas historiquement par rapport au dollar à ce stade. Si avec le problème de la Fed, mais la question des banques centrales vient se plaquer, et vous l'évoquiez d'un mot, sur
un ou des cycles macroéconomiques en fonction des zones qui sont complètement perturbés encore aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième raison qui nous amène à réitérer notre message de prudence dans nos allocations d'actifs, c'est qu'en fait, les marchés ne nous semblent pas refléter suffisamment les conséquences finalement de l'économie, sur des effets de la guerre sur les économies. On a des divergences, des disparités très fortes avec des trajectoires économiques qui sont presque divergentes. On a une économie américaine qui est encore très résiliente, qui continue d'accumuler finalement des signes de surchauffe, notamment sur le marché de l'emploi, où on est sur des niveaux de taux d'emploi extrêmement bas. De l'autre côté du spectre, on a une économie chinoise qui, elle, en fait, est presque à l'arrêt, en raison des confinements locaux. Et puis, on a une économie européenne qui est entre les deux, c'est-à-dire qui a des contradictions à gérer, notamment pour la Banque centrale européenne aussi. C'est difficile à gérer, puisqu'en fait, on a encore des indicateurs d'activité qui restent en zone d'expansion, mais qui sont orientés à la baisse. Et donc, ce qui est difficile aussi là, pour la politique économique au niveau de la zone euro, c'est d'avoir finalement un policy mix qui soit optimal, suffisamment stimulant, mais sans créer de surchauffe, effectivement. Voilà, donc il y a un risque d'erreur de politique monétaire et un risque d'erreur de politique économique lié à ces disparités très fortes qu'on retrouve sur les banques centrales et sur les politiques économiques. Et donc concrètement, en matière de stratégie d'investissement, d'allocation d'actifs aujourd'hui, comment se traduit cette prudence que vous réitérez, Mickaël ? Oui, alors c'est vrai que sur les marchés des taux, on a commencé l'année avec une prudence aussi sur la sensibilité au risque de taux. Donc vous allez me dire, prudence sur les marchés actions, prudence sur les marchés des taux. Donc on a effectivement eu tendance à augmenter nos balances de cash. Mais sur les taux d'intérêt, là où on était vraiment négatif en début d'année, pendant tout le premier trimestre, on commence à trouver de la valeur sur les marchés de taux courts américains. Là où on le disait, effectivement, on commence à avoir des taux qui sont au-dessus du taux neutre. Alors, on est dans une zone de surchauffe, d'overshoot, mais qui commence à montrer un certain niveau d'attractivité. Vous avez du taux 2 ans US ou 5 ans US qui présente finalement un peu de diversification, nous semble-t-il, dans un portefeuille d'allocation globale qui, malgré tout, a encore une exposition sur les marchés actions. Il y a de l'attrait relatif aujourd'hui pour ces parties de la courbe obligataire américaine. Tout à fait. On retrouve de l'attrait relatif parce que quand vous regardez finalement le 2 ans, mais dans 6 mois ou 1 an, on est sur des niveaux extrêmement hauts, en fait, qui dépassent les 3%. Plutôt proche des 3,20, 3,30. Ce qui veut dire que vous avez un actif de portage qui est suffisamment attractif pour attendre des meilleures conditions financières pour revenir sur les marchés actions. Ça, c'est le premier point, c'est les marchés des taux souverains sur les marchés américains. Il est beaucoup trop tôt de revenir sur les marchés européens parce qu'il nous semble que la Banque centrale a du retard par rapport au chemin qui a été pris par la Réserve fédérale. Par contre, sur les marchés du crédit, on pense qu'il y a un risque sur le marché du crédit américain qui finalement s'avère assez cher par rapport à la dette investment grade, donc grade d'investissement européenne, ou à la dette high yield, au rendement sur le marché européen. Donc il nous semble qu'il faut plutôt être couvert notamment des dérivés de crédit sur les marchés de crédit américains. Sur les marchés actions, on est particulièrement prudent sur l'Europe et sur le Japon. Alors si je commence par le Japon, on a parlé tout à l'heure effectivement de cette sous-estimation des risques d'inflation avec un pic qui sera certainement plus élevé et diffusé dans le temps parce qu'effectivement on a eu un yen qui était relativement faible, on a des matières premières qui se sont fortement renchéries et une banque centrale japonaise qui est restée vraiment très accommodante et donc qui a favorisé et qui va favoriser peut-être une surprise sur l'inflation. Donc par rapport à cette dimension-là, on est plutôt aujourd'hui neutre sur les actions japonaises, voire même on s'interroge à passer négatif. Alors que sur l'Europe, on est déjà négatif pour toutes les raisons qu'on peut connaître, notamment liées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Mais trop tôt en termes de timing pour remonter peut-être le poids des actions européennes, même partant d'une pondération négative. Tout à fait. Il est encore trop tôt à cause justement de la liquidité qui va se tarir progressivement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir éclairé sur la stratégie d'investissement que vous menez pour le compte de vos clients. Mickaël Nizat, directeur de la gestion multi-actifs et overlay d'Edmond de Rothschild Asset Management, qui était en plateau avec nous pendant cette demi-heure. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.